Émission du 15 mai 2024. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone. Aujourd'hui à l'émission, nous avons préparé un menu spécial pour souligner la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie célébrée le 17 mai. Il va y avoir beaucoup de belles personnes autour de la table aujourd'hui, beaucoup de personnes inspirantes qui vont venir au micro. Et on va commencer avec la juriste et activiste transféministe Céleste Trianon. Bonsoir Céleste. Bonsoir. Est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Parfait, donc je suis une femme asiatique, haute, qui utilise les pronoms elle, qui a, avec les cheveux multicolores, rouge et mauve, qui a comme... Je sais pas comment on va décrire honnêtement, c'est pas facile. On a déjà une bonne idée avec ce que tu nous as dit. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie des communautés LGBTQ+. Ça veut tant dire appartenir à une communauté, mais aussi comme être de la communauté, tu sais. Appartenir à la communauté, parce que, bien sûr, comme, tu peux pas te dissocier de l'acronyme, ça fait partie de qui tu es, mais aussi, comme, il n'y a pas de manière il n'y a pas de manière de séparer ça de qui tu es, il n'y a pas de manière de ne pas vivre ça. C'est quelque chose qui est vécu, quelque chose qui est visible, vécu, mais aussi qui se vit. Tu as eu une année assez chargée, pour pas dire même extrêmement chargée, avec toutes les mobilisations qu'il y a eu. On va y revenir durant l'entrevue. Mais en ce mois de mai 2024, ton moral, comment y va ton moral? Honnêtement, c'est pas facile. Donc, en ce moment, j'ai 4 cours intensifs à 2 facultés de droit différentes. Ce qui veut dire que c'est l'équivalent de 8 cours, comme en guillemets, session normale. Ce qui est, c'est un double temps plein. C'est beaucoup. Puis, je viens de finir un processus d'embauche d'une nouvelle employée pour mon organisme communautaire. Et j'ai comme toujours un peu mon travail contractuel à donner justement jaser l'inclusion avec des compagnies, avec des universités, avec des organisations. C'est beaucoup de travail. Puis en ce moment, dans 24 heures, je vais devoir prendre une bus pour me rendre à Toronto pour un événement. Alors, un agenda toujours aussi chargé. On poursuit la discussion dans quelques instants et c'est Sad Finish qui est à la chronique humoristique cette semaine. Bonsoir, Sad. Bonsoir, Kim, tu vas bien? Oh, merci, je vais très bien. Il y a beaucoup d'atmosphère ce soir. Je suis très content pour cette émission. Est-ce que tu peux te décrire physiquement? Oui, je suis un homme très... mes pronoms, c'est il, lui, accord au masculin. Quelqu'un de très normal, avec un début de calvitie, cheveux courts, bronzé un peu naturellement. Et de quoi tu vas nous parler ce soir? Je vais vous parler de l'attachement et de l'application Uber. Voilà. Moi, quand tu m'as envoyé sur ton sujet, ce matin, j'étais comme Uber. Mais finalement, quand j'ai reçu ta chronique, j'ai tout compris. Alors, ce sera tout de suite après l'entrevue avec Céleste. Yes. Et puis, on va aussi recevoir le chargé des communications à la Fondation Émergence, Sébastien Houle, qui pilote les activités du 17 mai. En culture, Parfaite Mousswanga a vu le film Before I Change My Mind. Elle vous dira ce qu'elle en a pensé avec toute sa fougue et sa passion habituelle. Et on va terminer la mission avec un panel sur les mesures d'inclusion en milieu de travail, en compagnie de Laurent Dubois de L'Oréal Canada et de Jean Tipiche, employé de la Ville de Montréal. Moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom « il », sauf quand je suis maquillée où je préfère le pronom « elle ». Et ce soir, sur scène, je porte une chemise rose en lin, donc j'ai passé pas mal de temps à la repasser après-midi. Mon vernis nouvellement fait aux couleurs du drapeau non-binaire, agencé avec mon collier aussi aux couleurs du drapeau non-binaire et les cheveux plus bouclés que jamais. Nous sommes en direct de la taverne Le Normandie dans le village à Montréal, qui est redevenu piéton. J'étais-tu seul à être content de voir ça quand je suis arrivé tantôt? C'est parti pour tous. Ah oui. Elle est de toutes les luttes, ou presque LGBTQ+, dans la dernière année. Vous l'avez déjà entendu à notre émission, d'ailleurs, à quelques reprises, lors de reportages sur différentes manifestations, notamment lors des rassemblements de l'automne dernier pour contrer les mouvements anti-trans. Céleste Trianon est aussi fondatrice de la clinique Jury Trans. Rebonsoir, Céleste. Rebonsoir.
C'était un peu difficile de savoir par où commencer cette entrevue-là parce que tu as tellement accompli de choses en peu de temps, mais je sais qu'il y a un moment marquant dans ton parcours et c'est justement l'automne dernier, lors des manifestations qui ont eu lieu d'un bout à l'autre du pays contre les droits des personnes trans et non-binaires. Tu me disais que c'était un grand tournant pour toi. Pourquoi exactement? Un peu trop. Ben, premièrement, c'est le moment où j'ai commencé à développer mes habitudes autour de l'alcool, ce qui est une mauvaise chose. Mais aussi, c'était un moment qui m'a fait réaliser à quel point est-ce que nos droits civils, ici au Québec, dans le reste du Canada et ailleurs, est fragile, mais aussi à quel point est-ce que c'est facile pour le monde à tomber dans le discours haineux et à oublier l'humanité même des communautés marginalisées, notamment les personnes queer et trans. Mais ton militantisme a quand même commencé avant l'automne dernier. Comment c'est arrivé dans ta vie, cet activisme-là? Bien, pour moi, initialement, c'était une mesure de survie parce que j'étais, à l'époque, une jeune fille de 17 ans qui allait presque se faire kick-out de chez ses parents parce qu'elle n'avait pas, parce que ses parents étaient conservatrices, puis, ben, ils voulaient pas qu'elle commence sur l'hormonothérapie. Donc, à cause de ça, j'ai dû commencer à travailler, puis au final, c'est par pure coïncidence que j'ai rejoint le secteur communautaire et disons que la balle a juste rôdé bien loin de là. Au niveau justement de ce début d'activisme-là, c'est lié également à ton processus d'affirmation trans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment toi, tu as décidé d'amorcer ce chemin-là qui n'a pas été nécessairement facile? Perso, je dirais, c'est juste de réaliser à quel point c'est qu'il n'y avait pas d'autre avenue comme, je veux dire, contexte, Céleste, 16 ans, qui n'a que découvert le mot trans l'année même, qui a peut-être découvert le mot lesbienne 2 années avant ça, qui était toute jeune, puis qui vient de finir son secondaire, puis n'avait aucune idée quoi faire. Donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai dû intenter ma transition sans ressources, sans soutien des organismes communautaires autour de nous en ce moment, et sans le soutien de quelques personnes que ce soit. Donc, c'est une utilisation complète qui, disons que la COVID-19 n'a vraiment pas aidé. Et ça, c'était aussi durant la pandémie. Oui, envers un. Alors, comment le fait de vivre tout ça alors qu'on était un peu tous forcés d'être isolés en raison des mesures sanitaires, est-ce que pour toi, ça a rendu tout ça plus compliqué ou est-ce que tu as pu compter sur un noyau qui était présent? Malheureusement, non. Et je veux dire, comme développer sa communauté, ça a été quelque chose qui a pris tellement de temps de ma part. C'est pas facile et je veux dire, ça sauve des vies, mais malheureusement, les communautés sont juste pas aussi accessibles que ça. Et qu'est-ce qui a été le plus dur dans tout ce processus d'affirmation? Ben, mes parents, je vais le dire. Parce que trop souvent, la jeunesse, c'est un moment tumultueux, puis tu t'assumerais que, ben, tu vas lentement pouvoir acquérir ton indépendance, tu vas pouvoir lentement grandir, finir ton cégep, etc., comme un peu progresser à travers la vie de la manière linéaire qu'on te le présente, mais la transition, ça jette un pierre dessus. Tu n'as plus ce sens de normalité qui est d'habitude applicable à presque le restant de la société civile. Donc, dans mon cas, disons que j'ai dû vieillir beaucoup plus tôt que j'aurais voulu. Et qu'est-ce qui, au contraire, a été le plus épanouissant? Ben juste de pouvoir, comme, de un, vivre comme moi-même, de pouvoir se sentir à l'aise, de pouvoir, disons, de pouvoir justement vivre une vie comme sans des nuages, en guillemets, dans sa tête, mais aussi, deux, découvrir une super belle communauté qui est très accueillante, certes, comme une communauté pas parfaite, mais une communauté qui réussit à briller comme aucune autre communauté. Tu es présentement étudiante en droit à l'Université de Montréal. Qu'est-ce qui t'a amené vers les études juridiques? Ben, disons que c'est une combinaison de facteurs. J'ai eu aussi des séquelles assez profondes autour du processus de changement de nom légal. Et ça a été un processus pour moi qui a coûté plus de 1000 pièces. Plus, ben, j'ai aussi dû contacter un huissier sur mes propres parents afin de changer mon nom. Tu peux imaginer, c'était quelque chose. Puis, c'est à réaliser à quel point est-ce que le droit est inaccessible pour le monde, réaliser à quel point est-ce que c'est nécessaire de réduire un peu les méfaits causés par les systèmes autour de nous que j'ai réalisé que ça pouvait être une bonne avenue. Puis, disons aussi que depuis, je me suis beaucoup plus comme ancrée dans la pratique communautaire, mais juste de savoir que c'est quelque chose qui permet d'aider le monde comme aucune autre profession peut l'être, surtout dans notre cadre comme sociétal actuel.
Dans le cadre de ces études-là, bon, tu t'es impliqué au niveau communautaire. Tu as entre autres fondé la clinique Juritrans. Qu'est-ce que c'est cette clinique et quels sont les services que vous offrez? Puis en ce moment, on a comme. Ben, c'est dur à décrire cet organisme-ci parce que c'est quand même une. Ben, c'est tout nouveau. J'ai commencé à gérer comme des activités de clinique juridique en juin 2022, donc après le passage du projet de loi 2 tel qu'amendé. Mais aussi, ça n'a qu'à été incorporé l'année passée et ça demeure tout nouveau. Mais disons que ça a commencé, vu le besoin de la communauté, parce que je l'ai fourni au moment où est-ce que la mention sexe X, c'était tout nouveau. Ça allait être comme introduit sur les actes de naissance dans genre une semaine. Personne ne savait quoi faire. On a aussi implémenté la gratuité pour les chambres en nombre pour la première fois. Ça aussi, ça a été une différence massive. Puis c'est en voyant le besoin que j'ai commencé à adresser ça. Mais disons que, initialement, ce n'était qu'une mesure d'urgence qui allait être gérée pendant seulement une semaine. Mais dans une semaine, j'ai eu plus que 150 personnes qui m'étaient venues demandant de l'aide à changer leur mention de sexe légale. Donc, le besoin était très présent. Oui. Et c'est comme à partir de là que j'ai commencé à brancher mes activités, à voir comment est-ce que c'est un besoin essentiel, non comblé au sein de cette communauté-ci. Comme, il n'y a quasiment aucun organisme comme, juridique qui dessert spécifiquement la communauté LGBTQ+, et aucun organisme LGBTQ+, qui dessert des besoins juridiques spécifiques de la communauté. Donc, de voir ce métier et de voir qu'il y a tellement de choses qui doivent être adressées, c'est là que j'ai décidé de faire le saut en dedans. Et depuis ça, maintenant, on a toujours notre service d'aide à la transition légale. C'est offert en présentiel, mais aussi en virtuel maintenant. Et je suis en train de piloter un nouveau projet qui vise justement à développer un service style Return 1 pour les victimes d'actes criminels, d'actes haineux, etc., même des thérapies de conversion, afin de justement leur pousser aux ressources qui peuvent leur soutenir, mais aussi leur donner accès à ces ressources-ci, notamment eu égard à, disons, tant d'un côté plus psychosocial, mais aussi juridique. Parce que c'est ça, tous les services sont gratuits, hein? C'est ça que... C'est un principe fondateur chez moi, comme rien ne devrait coûter à l'argent à la communauté. T'sais. On est déjà assez marginalisés tel quel. Et donc, depuis 2022, combien de personnes vous avez pu aider jusqu'à maintenant? Je dirais, au niveau du Québec, 800. Au niveau comme du Canada, environ 850. Donc, des personnes qui auraient peut-être été dans le vide si vous n'aviez pas été là. Alors, Oui, je dirais que au moins un changement dans la mention de sexe sur 10 au Québec a comme ma signature dessus. tu es très présente sur les médias sociaux, tu fais des discours dans beaucoup d'événements. Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre de t'engager pour toutes ces prises de parole? C'est en partie juste de voir à quel point est-ce que c'est difficile de prendre parole. C'est difficile à chercher des personnes. C'est difficile à trouver des personnes qui osent ça, de venir parler en avant-plan, à venir non seulement être des personnes qui militent pour une cause, mais aussi qui vont mettre leur carrière en ligne, mettre tout en ligne, afin de défendre sa propre communauté. C'est ça, le prix de l'activisme, surtout de l'activisme transvicide, est devenu extrêmement haut, surtout avec cette montée de la haine récente. Donc, c'est pas quelque chose qui peut être pris à la légère. Puis moi, j'ai vu que je suis capable de faire ça, tu sais. Que c'est quelque chose un autre besoin qui doit être adressé. Mais disons aussi que faire des centaines d'entrevues, ça rend ça bien plus facile en faire une 101e. Puis disons que c'est un peu comme aussitôt que tu fais tomber un seul domino, ça devient beaucoup plus facile à toutes les faire tomber. Mais est-ce que tu as vécu du backlash par rapport au fait d'avoir eu cette grande présence médiatique? Beaucoup. Je dirais qu'en termes de menaces ou d'attaques que j'ai reçues, je dirais que c'est dans les 5 chiffres. Oh! Ouais. De menaces uniques, là? Ouais, genre de menaces ou de choses comme des menaces ou des choses comme dirigées envers moi, comme il y en a en masse. Puis disons qu'il y a certaines plateformes telles que Twitter qui sont extrêmement propices à ça. Je dirais que la fois où ça m'a frappé le plus fort, c'est après que j'ai organisé une manifestation contre la LGBT Alliance, qui est un groupe anti-trans à portée mondiale basé aux États-Unis, parce que l'un de leurs membres de leur CA voulait parler à l'Université McGill, mais on a envoyé du mot. J'ai comme créé une contre-manifestation contre ça pour dénoncer l'affaire, puis disons que ça a fait brasser les nouvelles internationales. Comment tu te protèges de ça? Honnêtement, c'est difficile. Comme, bien sûr, par exemple, j'ai des mesures de sécurité personnelle, telles que, par exemple, mon appart, c'est confidentiel à tout le monde, sauf mes amis les plus proches. J'ai des mots de passe de plus de 100 chiffres. J'ai des mesures comme un peu partout ici et là, comme une couche après une autre, afin de s'assurer que
sais que je peux vivre en sécurité, mais en même temps, je sais que ça ne va que me protéger autant. Je sais, genre, j'ai le dire comme, il y a des personnes dans la rue qui me reconnaissent, puis je sais que c'est juste une question de temps avant que les groupes haineux commencent à me reconnaître aussi, puis commencent à m'attaquer en personne. Comme je sais que les chances que je me fais assassiner, c'est beaucoup plus élevé que la moyenne, puis c'est, malheureusement pour moi, c'est devenu un fait. Mais comment tu gères ça? Parce que c'est quand même... moi, j'entends ça, je suis un peu perturbé, puis mais tu en parles avec une certaine lucidité aussi, puis t'en es consciente, mais comment tu digères ça au quotidien? Honnêtement, comme c'est juste en faisant semblant que tout est normal, comme je sais pas comment autrement tu peux gérer le fait que, tu sais, il y a des personnes qui te veulent mort. Pour avoir écouté plusieurs de tes discours, je t'ai souvent entendu rappeler l'importance de respecter l'autre camp, respecter les autres manifestants, dans un contexte de diversité des tactiques que la communauté LGBTQ+ emploie. Pourquoi c'est important pour toi, cette approche d'inciter au respect de l'autre, même si on est en désaccord? Ouais. Je veux dire, comme ça peut paraître un propos assez extrême, mais les groupes anti-trans qui vont manifester contre nous, ces groupes consistent de personnes, des personnes qui, il y a des bonnes chances qu'eux ont été convaincus que la haine est normale, que la haine est comme l'avenue à favoriser. Au final, ce sont des êtres humains aussi. Au final, comme est-ce que tu penses que c'est juste parce qu'une personne a comme des mauvaises pensées qu'on devrait comme les éliminer à tout coup? Bien sûr que non. Genre, faut se souvenir que ce sont des êtres humains. Faut se souvenir que ce sont des personnes qui méritent, qui sont également, qui leur humanité mérite d'être respectée. Comme au final, l'humanité, la dignité, l'humanité, la dignité à tout le monde, ce sont des principes fondateurs qui s'appliquent à tout le monde. Et c'est important de le rappeler parce que, tu sais, comme, c'est pas en faisant semblant que certaines personnes sont plus humaines que d'autres qu'on va s'en sortir. Tu t'impliques aussi, bon, évidemment, on a parlé des droits trans, des droits LGBTQ+, mais tu t'impliques aussi au niveau, en fait, de tout le mouvement qui soutient les Palestiniens. Pourquoi c'est important pour toi d'agir sur cette intersectionnalité des luttes? Bien, un peu, c'est le même principe, c'est comme... Je dirais que mon étoile du Nord, my North Star, c'est comme... C'est... Là, c'est la charte québécoise. C'est comme... Mais je sais même pas comment... Je l'ai même pas mémorisé, mais disons comme, bref, tout le monde a le droit à la sauvegarde à sa dignité. Puis, c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde, sans exception. Et quand est-ce que tu vois un groupe qui voit ça, leur dignité être enlevée, qui se voit leur vie même être déshumanisée, puis ça être utilisé afin de justifier justement des crimes de guerre ou comme des choses comme des attaques, des tueries, etc. Comme, c'est comme la même chose. C'est le dénominateur commun entre comme, justement le fait qu'on oublie toutes les, en guillemets, génocides oubliés comme, dans comme, dans comme certaines parties du monde, telles que par exemple comme on voit au Congo, au Congo, puis au Soudan, comme c'est des choses qui se constatent et également comme c'est des êtres humains aussi. Faut pas l'oublier. Donc c'est ça au final comme si on respecte l'humanité à tout le monde, on n'aura pas ces problèmes-ci. Mais tant et aussi longtemps qu'il y a des groupes qui se voient leur humanité être retirée, c'est important qu'on continue à militer pour que leur humanité soit respectée. Quand on s'est parlé plus tôt cette semaine, tu m'as dit ton âge. Est-ce qu'on peut le dire? Oui, c'est là publiquement. Mais je te laisse le dire. Eh boy. Tiens, dis-le. OK. 20 ans. Moi, ça m'a beaucoup frappé parce que, mon Dieu, et je sais qu'il y a d'autres personnes dans l'équipe, ça l'a frappé. Tu as tellement déjà beaucoup accompli. En fait, j'ai réalisé à ce moment-là que tu as fait ton coming out, que j'ai fait mon coming out avant que tu sois né. Ça m'a rentré dedans un peu. Mais là où je veux aller, c'est... est-ce que tu as remarqué un impact sur les jeunes de ta génération? Tu sais, le fait qu'ils puissent voir une personne de leur âge être sur le devant de la scène, prendre la parole publiquement comme ça. Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont contacté? Est-ce que ça a créé un contact avec les gens de ta génération? Je veux dire, c'est dur à dire parce que souvent, comme... Je travaille comme sans vraiment voir l'impact. Comme je filme, par exemple, un jour il y a une manifestation, l'autre jour il y a une contre-manif, un jour il y a une activité donnée, une marche donnée. Comme... Je crée comme ces événements-ci. Je les crée pas pour l'impact, mais je les crée afin de revendiquer les choses, pas pour que... Et trop souvent, c'est pas
pour comme la communauté. Au final, c'est pas des choses pour la communauté, mais vraiment comme pour comme leur protéger, entre autres. Mais au final, ça a quand même un impact positif sur eux. Puis parfois, j'ai des réactions, parfois, je reçois des messages comme juste par pur hasard. Ça me rappelle un message que j'ai reçu en 2022. Qu'est-ce qu'on t'a Quelqu'un qui a écrit? été aussi inspiré après, comme justement, les premiers balbutiements avec ma clinique juridique, puis avec la marche trans que j'ai pu gérer cette année-là, que cette personne a été tellement inspirée par moi que ça l'a convaincu à faire un retour aux études. C'est des petites choses comme ça qui rappellent à quel point est-ce que ce travail ici a un impact, puis au final, comme, c'est fou à quel point est-ce que ça se voit. Comme les générations jeunes, comme, je sais même pas parfois, comme, est-ce que, je sais même pas si on me voit à ce point ou non, parce que c'est sûr, comme, je vais parfois sur les médias, mais sinon, comme, mon travail demeure assez, comme, il faut que tu me connais ou que tu connais quand la communauté afin de me trouver. Donc, c'est pas quelque chose que je vois, mais je sais savoir qu'il y a des personnes qui se sentent plus en sécurité à cause de moi. Ben, c'est déprimant as fuck à savoir qu'il y a du monde qui se sent plus en sécurité à cause d'activistes, parce que ça devrait pas être le cas. Tout le monde devrait se sentir en sécurité par défaut. Mais, tiens, C'est pas le cas. compte tenu de ça, quand même, c'est une bonne chose. On sait que les jeunes ont été quand même assez malmenés dans la dernière année, dans les écoles, entre autres. Qu'est-ce que tu souhaites aux jeunes générations LGBTQ+? Je dirais que la première chose que je souhaite pour ces jeunes-ci, c'est de pouvoir grandir. Puis ça, premièrement, pouvoir grandir. Laisse-moi faire une recherche rapide sur Facebook. Oui. Qu'est-ce qui... Ah, mon OK. Dieu, elle a déjà Est-ce que ça trouvé. va Ça, c'est si- clairement 16 ans plus jeune que moi. Ça a été... T'inquiète. OK, je lis ce message qui a été publié. OK, je vais vous lire un message qui a été publié il y avait une semaine. En guillemets. Ça n'a aucunement rapport avec moi. En guillemets. C'est avec une très grande tristesse que nous partageons avec vous l'annonce du départ, l'envol de notre magnifique Jade vers la lumière. Elle a été entourée d'amour jusqu'à la fin. Malgré notre grande souffrance, nous restons ensemble pour puiser notre force en accompagnant de notre fille vers l'immense legs qu'elle souhaitait offrir, qui est le don de ses organes. Merci infiniment, famille et amis, de votre soutien si réconfortant. Jade était une femme trans à Sherbrooke qui probablement s'est enlevé la vie il y avait une semaine. Genre, je veux dire, une condoléance, mais en même temps, chaque mort d'une personne trans, chaque suicide d'une personne trans, c'est un échec de la société. C'est un échec, c'est un acte de négligence criminelle. T'sais. Je sais pas comment autrement dire. Et chaque fois que je vois des jeunes qui ont tellement peur de vivre, des jeunes qui considèrent enlever leur vie, comme je sais que souvent, qu'est-ce qu'on voit seulement, c'est les personnes qui réussissent à se suicider, mais il y a des tentatives en crise, comme c'est... Je sais même pas comment le dire, mais juste de voir à quel point est-ce que c'est... Quel point est-ce qu'il y a des personnes qui souffrent en ce moment, des personnes qui ne se sentent pas en sécurité à l'heure polyvalente parce qu'eux sont intimidés à chaque coin. Ça, comme c'est inacceptable. Donc, pourquoi grandir? C'est la première chose. Mis à part ça aussi, s'épanouir. Pouvoir non seulement vivre, mais pouvoir non seulement survivre, mais vivre réellement. De pouvoir voir justement la beauté de ce monde-ci, puis de pouvoir comme juste vivre des belles choses simples. Que ce soit quand, par exemple, visiter quelqu'un pour la première fois, ou comme, genre, réussir à monter une montagne, ou genre, réussir à visiter la plage, puis se sentir à l'aise, genre. Des petites choses comme ça. Mais au final, comme, c'est leur bien-être. C'est leur vie. Et leur vie mérite d'être vécue en pleine dignité. C'est bien chose certaine. Je pense qu'on va continuer le combat ensemble. Et je te remercie beaucoup, Céleste, de ce témoignage que tu nous as offert ce soir. Je pense que la réaction du public témoigne de la justesse de tes mots pour décrire la situation. Merci encore une fois. Et puis, je te souhaite une excellente journée le 17 mai de lutte contre l'homophobie et la transphobie. C'est un grand plaisir. Je vous irai à l'eau d'Ottawa cette journée-là.
Voici maintenant un résumé des nouvelles nationales et internationales. Tu peux rester, Céleste, hein, si tu veux, sur la scène. Oui. Bonne nouvelle dans la lutte contre le VIH. Santé Canada a approuvé lundi le premier traitement de prophylaxie pré-exposition injectable qui est administré 6 fois par an. Et autre signe encourageant, les essais cliniques ont montré une efficacité supérieure à la prise quotidienne de la PrEP par voie orale. La Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida, la COQ-SIDA, a salué cette avancée. Elle rappelle toutefois que l'accessibilité totale passe par la gratuité de tous les traitements antirétroviraux. La Société canadienne du sang a finalement présenté ses excuses cette semaine aux communautés LGBTQ+, pour les préjudices subis avec les anciens critères d'admissibilité. L'organisation avait déjà assoupli ces critères en décembre 2022 pour permettre aux hommes gays et bisexuels ainsi qu'aux personnes trans de donner du sang. L'organisme Égal Canada a salué les excuses, mais réitère qu'il faut aller plus loin. Encore aujourd'hui, une personne sur la PrEP doit cesser de la prendre pendant 4 mois avant de pouvoir faire un don, et les personnes non-binaires doivent également choisir un genre binaire sur leur formulaire. À l'approche du mois de la fierté, en juin, les autorités américaines s'inquiètent des menaces qui planent sur les événements LGBTQ+ aux États-Unis. Le FBI et le département de la sécurité intérieure ont publié un avis cette semaine pour avertir que des organisations terroristes étrangères pourraient prendre pour cible les festivités de la fierté. Aucune menace spécifique n'a toutefois été divulguée. Rebonsoir, Sad. Bonsoir, Kim. T'as de la pression, là, hein? Ben écoute, je voudrais juste déjà te remercier pour tout ce que tu fais, pour tous les gens comme toi qui prennent des initiatives et qui font bouger les choses. Et c'est grâce à vous, justement, qu'on peut s'assumer plus, qu'il y a plus de gens qui peuvent se sentir à l'aise. Donc vraiment, je voudrais te remercier. Je voudrais qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. Et ouais, c'est sûr que... dire des conneries après... on a besoin de rire, mais là, parfait, je me sens un peu déplacé. Mais on a l'autorisation de Céleste pour aller dans le monde de l'humour. Ben oui, il faut aussi quand même se célébrer et rire ensemble. Ça, la dernière fois que tu es venu à l'émission, oui. J'ajoute ça, c'était en avril, il y a un mois. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps dans la salle, hein? C'était une Polaroid. Ça a pris du temps. C'est pas moi l'humoriste, habituellement, c'est toi, tu sais. Ça s'entend. Voilà. Donc, alors, c'était en avril. Qu'est-ce qui t'a occupé dans les dernières semaines? Le travail, survivre. Survivre, le travail. Honnêtement, je vois même pas le temps passer. Je suis pas quelqu'un de très organisé, fait que chaque jour est une journée différente. Et à chaque réveil, je suis comme comment je vais pouvoir survivre cette journée-là. As-tu eu des shows, des nouveaux projets qui sont arrivés? Oui, j'ai eu des shows un peu partout au Québec. C'était vraiment cool. Je joue presque tous les soirs. C'est vraiment le fun. J'ai beaucoup de chance. Mais côté argent, ça commence à être tight. Je cherche un travail. S'il y a qui que ce soit qui entend en ce moment. Ah mince, parfait. Mais l'appel est lancé. D'ailleurs, dans ta chronique aujourd'hui, tu vas nous parler d'Uber. Oui. Peut-être que tu pourras donner chauffeur Uber. J'avoue. Je suis en train de passer mon permis d'ailleurs. Ça, c'est un truc que j'ai fait. OK. T'as-tu attendu longtemps à la SAQ hier? Pour la petite anecdote, j'arrive à la SAQ pour passer mon théorique. Et là, j'attends pendant des heures. Là, mon tour arrive. Je vais parler au monsieur. Là, le monsieur il me dit que ton compte est bloqué. Et là, je ne comprends pas pourquoi. Et il trouve qu'il y a une amende non payée. Mais t'as jamais eu de permis? C'était une amende de vélo. Donc, je pars à la cour municipale de Montréal. Je réalise que, c'est vrai, j'avais oublié, j'avais une amende en 2020 de vélo qui était de $100, qui aujourd'hui est devenue de $400. Non! Eh oui! Ben, les intérêts ont monté dans les dernières années. God. Et je me rappelle tellement de moi, genre, en 2020, qui disait à mes amis « Jamais je vais la payer, cette amende. » Je pensais vraiment... Mais pour vrai, il y a 4 ans, je pensais vraiment vivre off the grid, être totalement en marge de la société. Et je disais, jamais je vais la payer cette amende, le gouvernement ne verra jamais mon argent. Et là, aujourd'hui, j'ai sorti ma carte de crédit. Ils l'ont vu 4 fois plus. Exactement. Même. Ouais. C'est pour ça que tu as besoin d'argent. C'est pour ça que j'ai besoin d'argent.
On partira un GoFundMe là, pour toi ou quelque chose comme ça. S'il vous plaît. Bon, la dernière fois, dans ta chronique, tu t'es ouvert à nous comme jamais. Oui. Ben, psychologiquement, là, évidemment. Alors, je te remercie pour cette confiance. Mon Dieu, je me surprends ce soir, là. Mais c'est parce que je sors de mon script. Hein. J'ai pas beaucoup de script avec ça. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que ce soir, on va avoir droit à une autre belle découverte sur un aspect de ta vie? Déjà, là, on a eu quelque chose, mais t'en as l'autre jour, j'ai parlé un peu de tout mon processus pansexuel et comment je me suis assumé et comment j'ai accepté ma sexualité avec le temps. Après 5 ans. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus absurde et moins sérieux. Bon. Mais tout aussi drôle, j'espère. Alors, je te cède la parole. Super. Alors, moi, c'est ça. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un phénomène socio-anthropologique qui est que, à chaque fois qu'un chauffeur de type arabe voit que son client est arabe, il ne peut pas s'empêcher de lui parler de sujets assez délicats. Et il assume que je suis d'accord avec lui. Il me parle de son diabète, de sa misogynie chronique, de Mohamed Ben Salem, que personne connaît, hein, c'est son meilleur ami d'enfance. Fait que moi, j'ai adopté une stratégie de défense. Je regarde le profil de la personne. Si je vois que c'est une personne blanche, je suis tranquille. Mais dès que je vois que c'est un arabe, j'ai peur. C'est mon petit côté québécois. Fait que je me protège, je me vernis les ongles, je mets un crop top, je sais qu'il va me laisser tranquille. Parce qu'au pire, si c'est une personne blanche, ça irait comme suit. Ça, tu viens d'où? Maroc? Ah, c'est drôle, ma sœur a marié un Camerounais. Comme quoi la vie. Mais pour vous dire la vérité, moi, j'aime pas parler dans les Uber. Pas parce que les chauffeurs me font chier, mais parce que j'aime pas parler dans les Uber parce que je m'attache beaucoup trop vite. Voilà, mise en situation, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Tu sais, tu commandes un Uber, tu montes dans la voiture, bonjour, bonjour, ça va, moi aussi ça va, super, super. Là, vous commencez à parler politique. Et là, tu te rends compte que lui non plus n'aime pas le cheddar blanc. Et là, il se retourne vers toi, il te demande, est-ce que tu savais que le premier lingot d'aluminium au Canada a été coulé à Shawinigan? Et tu le savais. Fait que là, vous avez une folle connexion. Une folle connexion. Et là, tu prends ton téléphone et tu commences à changer continuellement d'adresse de destination pour rallonger la ride et passer plus de temps avec lui. Et au bout d'un moment, il se rend compte de ça. Et il te kick out de la voiture en te traitant de psychopathe. Et là, tu le textes sur l'application Uber. Il te répond pas, même qu'il te signale. Et là, toi, t'as une bonne mémoire. T'as une bonne mémoire, fait que tu te rappelles de son visage et de son prénom. Jawad. Tu le cherches sur Facebook pendant 2 jours. Rien. Tu le cherches sur LinkedIn. Rien. Tu le cherches même sur Kijiji. Et Dieu soit loué, tu le trouves. Et là, tu le textes. Il te répond pas, tu le retextes, il te répond pas, tu le retextes, il te répond pas. 3 mois plus tard, tu le textes, il te répond toujours pas. Et là, tu comprends qu'il faut que tu l'appelles. Il te répond, et waouh, il a accepté de te voir. Tu lui donnes rendez-vous dans un parc au centre-ville. Le jour J, 14h, le soleil brille, la chaleur enivrante te rend heureux. Et là, tu le vois, au loin, il arrive. Il marche vers toi. Jadis ton chauffeur Uber, aujourd'hui ton âme sœur. Il a une batte de baseball à la main. Lui aussi est fan de piñata. D'un pas hésitant, un regard fuyant, il arrive. Il est timide. Il est timide. Et là, tu lui dis qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi t'es timide? Ça le calme, direct. Et là, le bruit des gyrophares remplace le chant des oiseaux. Et en un clin d'œil, tu te retrouves encerclé de policiers. T'es encore tombé amoureux d'un voyou. Qu'est-ce que t'as fait, Jawad? Qu'est-ce que t'as fait? Là, un policier te saute dessus, te menotte, te met dans la voiture, t'emprisonne. Tu passes devant la juge, t'es accusé de harcèlement. Mais c'est un bon gars. Mais t'es un bon gars. Tu n'as jamais fait rien de grave avant, tu n'as pas d'antécédents, fait que tu sors de là avec un petit casier judiciaire, rien de plus. Mais tu peux plus travailler. Fait que tu te retrouves à faire du stand-up. Parce qu'ils font jamais de background check dans les soirées d'humour. Et dans les balados queer non plus, d'ailleurs. Et un jour, tu te retrouves chez Toast, en train de raconter ton histoire, et ça vous est déjà arrivé, ça, vous? Non? Ok. Merci tout le monde. Alors,
Je retiens qu'il va falloir que je commence à faire des backgrounds, des recherches en background judiciaire sur nos collaboratrices. C'est ce que tu me dis, Sad? Parce que là, une amende impayée. J'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais trouver. Exactement. J'ai accès à ça en ce moment, donc Céleste offre son aide en plus pour faire le background, background check. Voilà. Mais merci beaucoup, Sad. Merci à vous. Et on se revoit peut-être en juin pour la dernière. J'espère. Je serai là. Ouais, on aimerait ça. Super. Voilà. Merci pour l'invitation encore une fois. Puis bon show tantôt. Merci tout le monde. Merci. La semaine dernière, on a eu une très belle discussion post-émission avec le public et nos invités. Il y a d'ailleurs eu une question qui a été soulevée qui nous a donné une idée de chronique pour la semaine prochaine, alors restez à l'affût. On va évidemment refaire cette discussion ce soir après l'émission et ce segment sera ensuite mis en ligne sur notre Patreon. Si vous aimez le balado, nous vous invitons à vous abonner à notre Patreon. C'est seulement 5 $ par mois. Mais l'union fait la force, comme on dit. Cet appui financier collectif, c'est important pour la pérennité de notre média indépendant inclusif, parce que SAD me coûte cher. Il est parti, heureusement, il ne m'a pas entendu. Alors, pour vous abonner, patreon.ca/tous. Vendredi, le 17 mai, c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Chaque année, depuis 2003, on souligne les luttes passées et actuelles de nos communautés pour la défense des droits LGBTQ+. Cette journée de mobilisation a été lancée par la Fondation Émergence pour commémorer la décision de l'Organisation mondiale de la santé de retirer l'homosexualité de sa liste de maladies mentales. C'était le 17 mai 1990. Mon prochain invité est chargé des communications à la Fondation Émergence, Sébastien Houle. Bonsoir. Salut! Est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Mon Dieu, très grand, cheveux bruns, yeux verts, des belles dents grâce à Invisalign. Sinon, très énergique, enthousiaste. Voilà. Pronom? Il. Et qu'est-ce que ça signifie pour toi faire partie des communautés LGBTQ+. C'est une très bonne question. Je pense que quand tu l'as posé à Céleste, je me suis posé la question et j'ai dit, qu'est-ce que je vais dire? En fait, je pense que c'est la solidarité. Je pense que c'est ça le plus gros mot qui me viendrait à l'esprit. C'est vraiment la solidarité entre toutes les personnes de la communauté, mais aussi toutes les identités qui nous comment je peux dire, qui nous habitent, qui sont à l'intérieur de nous, la fluidité aussi qu'on peut avoir à l'intérieur de ces identités-là. Puis aussi de faire partie de ces luttes-là au quotidien. Je pense que c'est très, très, très important. En plus, je te l'ai dit lundi que je te la poserais, cette question. Oui, je sais, mais je sais pas pourquoi, je n'y ai pas pensé. Alors, plongeons dans le sujet de l'entrevue. Le thème de la journée cette année, c'est dénoncer les idées dépassées. Qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte socio-politique actuel? Bien, en fait, c'est qu'on se rend compte, je pense qu'on l'a vu aussi avec le témoignage de Céleste encore, je pense que je vais faire beaucoup de rebonds avec mes explications parce que, justement, on voit qu'il y a tellement des discours qui sont du passé aujourd'hui. Puis c'est justement ce qu'on veut dire avec notre thème, c'est que, ben c'est censé être des idées du passé, mais qui reviennent encore aujourd'hui, en 2024 et même en 2023. Puis on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui montrent à quel point il y a une montée de la haine, mais une montée de ces discours-là qui sont censés être du passé.
Donc, c'est pour ça qu'on dit vraiment dénoncer les idées dépassées. Justement, à la Fondation Émergence, vous avez constaté un recul de nos droits sur plusieurs fronts. Mais est-ce qu'il y a un phénomène, une manière dont ce recul s'exprime qui vous paraît plus préoccupant? Là, on vient de parler un peu de discours haineux. Est-ce que ça pourrait être en ce moment ce qui est le plus dommageable? Bien, je pense qu'on voit beaucoup aussi, pas seulement les discours haineux, mais aussi la désinformation. Je pense qu'on le voit là, avec plusieurs faits, sans nommer le Trans-Express. On le voit sur, comme la désinformation sur les réalités trans, les réalités non-binaires, mais les réalités de la diversité sexuelle et de genre aussi, en général. Je pense que c'est les deux points les plus centraux par rapport à ce qu'on veut dire là, pour les reculs. C'est vraiment ces deux points-là qu'on voit, là, une montée des discours haineux et aussi une augmentation de la désinformation. Aussi un peu les crimes haineux. Quand on s'est parlé, tu avais quelques données. Ça aussi, c'est en augmentation, puis de manière assez importante. Très important. Dans le fond, je les ai là. Je veux juste les dire comme du monde. Dans le fond, entre 2018 et 2022, les crimes haineux ont augmenté de 186 à 491. Mais ce qui est le plus alarmant, je trouve, c'est que c'est majoritairement chez les jeunes et les blessures sont très, très graves. Et justement, dans la même lignée, entre 0 et 17 ans, c'est passé de 99 à 295. Donc, c'est vraiment très alarmant. Et c'est ça, comme les statistiques le disent, là, c'est vraiment des blessures graves et c'est auprès des jeunes la plupart du temps. La lutte contre l'homophobie et la transphobie, on est bien nombreux dans la communauté à savoir qu'elle n'est pas terminée. Est-ce que dans le grand public, ce constat-là est partagé? En fait, oui, parce que malheureusement, on dirait qu'il y a une majorité de la population qui croit que tout est réglé, que ça va bien, qu'on a des droits. C'est vrai qu'on a des droits, mais est-ce qu'au quotidien, on se sent plus à l'aise, plus respecté, plus en sécurité? Non. La Fondation Émergence, justement, conduit des sondages légers à chaque année. Et en 2023, on avait posé la question, est-ce que vous croyez que la lutte est terminée? Et il y avait un 40 des Canadiens-Canadiennes qui avaient répondu oui. Donc, on voit qu'il y a un 40 de la population qui sont ce qu'on appelle à la Fondation des alliés silencieux. Donc, c'est des alliés qui croient que tout est beau, tout va bien, mais c'est eux, justement, avec nos campagnes, qu'on veut aller chercher et dire non, il y a encore une lutte à faire, il y a encore besoin de nos alliés, puis c'est justement vous qui allez prendre part avec nous à cette lutte-là, puis on a besoin de vous. Alors, pour aller les chercher, ces gens-là, pour marquer l'imaginaire, vous avez prévu quelques actions ce vendredi 17 mai, à commencer par une marche à reculons. Oui. Ça aura lieu vendredi après-midi. C'est quoi au juste? En fait, c'est un peu une idée loufoque qu'on a eue. On s'est dit, ben garde, à la Fondation Émergence, on essaie tout plein d'affaires. Fait qu'on s'est dit, ben pourquoi pas dénoncer le recul de nos droits en faisant une marche à reculons. C'est pas habituel, ça va être assez intense à produire, mais je pense qu'on a une belle mobilisation derrière nous. Il y a beaucoup de groupes communautaires, justement, qui viennent se mobiliser avec nous. Puis ça va être vraiment de reculer là, sur 150-200 mètres. Là. On fera pas une marche de 1 km à reculons, parce que ça va être un peu difficile. Mais ouais, on a eu cette idée-là de faire, ben on va dénoncer le recul de nos droits en marchant vers l'arrière. Et tout ça va être filmé, ça va être diffusé justement pour aller capter l'attention de ces alliés silencieux? Oui, puis aussi de faire un effet médiatique autour de justement, ben, habituellement, une manifestation se produit vers l'avant. Et là, nous, on fait vraiment une marche vers l'arrière. Donc, c'est vraiment de dire, on dénonce nos reculs, puis on le fait sous un effet médiatique pour capter l'attention aussi justement du grand public, pour qu'ils fassent « Ah, OK, je vais aller peut-être m'intéresser à... » Tu sais, j'ai piqué la curiosité, donc je vais aller voir le thème de la campagne, ou je vais aller voir la vidéo, ou je vais aller voir les outils que la Fondation Émergence a créés pour justement sensibiliser le grand public à ce recul-là. Une autre mesure que vous avez mise en place, toujours avec ce même objectif, c'est que vous avez créé un agenda LGBTQ-phobe. Oui. Qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est un agenda qui fait revenir la société en arrière. Donc, on a créé l'agenda qui revient dans le temps. Donc, elle part du 31 décembre et va jusqu'au 1er janvier et répertorie un événement LGBTQ-phobe par jour pour démontrer justement concrètement et symboliquement le recul de nos droits. Je vous le dis, c'est un travail... Événements, là. Oui, des vrais événements, et je les ai tous documentés avec mon collègue Quentin. Donc, je vous dis, c'est beaucoup de travail. Et malheureusement, c'était pas très agréable à voir comme
Je me permets de le prendre parce qu'en Vas-y, fait, vas-y. quand on en a parlé, OK, oui, c'est un agenda vraiment. Oui. Oh, mais on peut l'utiliser dans notre vie de tous les Oui, jours. mais l'utiliser à l'envers. À l'envers, OK. Il y a les citations et tout. Je ne l'avais pas vu. Je Oui. m'attendais à un calendrier numérique, mais non, c'est non, vraiment c'est sur vraiment papier. un agenda page par page, puis à chaque page, dans le fond, on le traduit anglais-français. Puis c'est vraiment un événement par jour avec la source. Toutes les sources sont documentées. On a vraiment été voir quels journaux avaient documenté tout ça. Donc, voilà. Preuve qu'il y en a des Oui. événements LGBT. Et petite anecdote aussi, Oui. pourquoi il s'appelle Agenda LGBTQ-phobe, c'est que souvent, on dit que les conservateurs ou la droite dit qu'on a un agenda LGBT, mais au final, on montre que l'agenda LGBTQ-phobe existe vraiment. Vous travaillez également de concert avec les municipalités, le gouvernement provincial. Comment les inciter à se joindre à la mobilisation du 17 mai? En fait, à chaque année, justement, la Fondation Émergence, je sollicite les municipalités à hisser le drapeau et à adopter une résolution au Conseil de ville pour justement soutenir la Journée internationale et aussi hisser le drapeau lors de la journée. Habituellement, on a quand même beaucoup de réponses. C'est bien apprécié des municipalités. On a beaucoup de réponses de comment on peut faire pour être plus inclusif. Souvent, on réfère au guide de l'inclusion des municipalités du CQ qui a été lancé dernièrement. Puis, dans le fond, il y a à peu près 250 à 275 municipalités là, qui participent à chaque année. Des fois, ça augmente, des fois, ça baisse. On a vu dans les dernières années que ça baissait un peu. Est-ce que c'est parce qu'ils sont un peu frileux à cause de la montée de la haine et des discours? Est-ce qu'ils ont peur d'être réprimandés? Je ne sais pas, mais on voit que, bon, en 2022, il y a eu 283. En 2023, il y a eu 245. Donc, on voit qu'il y a une diminution. Cette année, il y a 255. Fait on voit qu'il y a une tendance, mais ça elle est à la fluctue quand même un diminution. peu. Ouais, exact. Ouais. Donc, un grand splash prévu ce vendredi 17 mai, mais ensuite, comment poursuivre le travail au quotidien? Mon Dieu, moi, je pense que c'est aussi de sensibiliser en étant un allié silencieux, comme on dit, ou même un membre de la communauté. C'est au souper de famille, si vous entendez un commentaire transphobe, de juste rectifier le tir, de faire comme « Hey, sais-tu quoi? J'ai vraiment pas aimé ton commentaire. Je trouve ça déplacé. » Parce que des fois aussi, il y a des gens qui sont des alliés, mais qui s'en rendent pas compte, puis qui ont des jokes ou des blagues ou des commentaires, puis pour eux, c'est tout à fait normal. Puis il n'y a rien de discriminant dans ce qu'ils disent. Et quand tu leur fais réaliser, ils prennent conscience de ça pour la majorité du temps, pour même l'avoir vécu moi-même. Il y a des gens qui disent « Hey, je suis désolé, je pensais pas que c'était vexant. Merci de me l'avoir dit. » Donc, faut pas avoir peur de prendre la parole, de dire que ça n'a pas d'allure. Même dans la rue aussi, quand vous voyez de l'intimidation, vous pouvez prendre part. Tu sais, ne vous mettez pas en danger non plus, mais de dire comme ça n'a pas d'allure, de prendre la défense de quelqu'un aussi, d'aller le chercher, pas nécessairement de prendre part à l'acte, mais de faire comme « Hey, je suis là, je t'appuie, viens avec moi, on va aller ensemble. » Ou quand on voit quelqu'un de solitaire, de peut-être aller avec lui, s'asseoir avec lui, même si c'est juste à côté. Des fois, la paire fait mieux que tout seul. Alors, vendredi 17 mai, une foule d'activités de prévues. Et là, j'ai parlé à la Fondation Émergence, mais évidemment, il y a un paquet d'organismes à travers le Québec et le pays, et même maintenant à l'international, parce que ça a commencé ici, mais à l'international, maintenant, on souligne cette journée-là. Oui. Donc, sur votre site Internet, paquet de ressources qu'on peut aller voir. Paquet de ressources, même aussi sur agenda-lgbtqphobe.ca. Vous avez toutes les informations aussi de notre campagne. On a notre vidéo de campagne, mais aussi les différents visuels. On peut télécharger l'agenda aussi. Vous pouvez l'avoir gratuitement en téléchargement. Puis sinon, oui, sur notre site Internet, là, on a tous nos programmes, toutes nos activités et nos actions là, qu'on pose au quotidien. Sébastien Houle, chargé des communications à la Fondation Émergence. Merci de ta présence ce soir. Merci beaucoup. C'est le moment de parler cinéma avec Parfaite Mouswanga. Bonsoir, Parfaite. Bonsoir. Elle place ses écouteurs Oui. pour être bien prête pour la chronique. Yes. Est-ce que tu peux te décrire physiquement ce soir? Oh my God. Alors, cette fois, j'ai un tissage cheveux noirs plat que j'ai tenté de boucler. Je sais pas ce que ça donne, mais en tout cas. Ça n'a pas marché, c'est pas ton goût, c'est ça que ça a donné? Non, pas du tout. J'avais envie d'avoir de la personnalité, mes cheveux, mais écoute, c'est
projet d'un autre jour. J'ai un top, semi-crop top vert lime, Oui, on peut c'est dire. très printanier. Oui, pantalon noir par contre, Ouais, mais basket blanche. ça le fait ressortir encore plus, là. Oui, Avec, et sinon, je suis toujours une femme noire. bon, Voilà. ça n'a pas changé. Alors, tu vas nous parler ce soir du premier long-métrage du cinéaste canadien Trevor... j'ai marqué Andron, mais c'est Anderson, hein? Oui. C'est Anderson. Ça s'appelle Before I Change My Mind. Le film prend l'affiche le 24 mai à Montréal, Québec et Sherbrooke. C'est un film qui a déjà parcouru plusieurs festivals. Là. Oui, d'ailleurs, l'actrice non-binaire Vaughn Murray a reçu le prix de la meilleure performance au Festival international du film de Locarno, où il a été présenté en première mondiale. Donc, il faut dire que Trevor Anderson, c'est un habitué des festivals avec ses nombreux clips musicaux et courts-métrages. C'est vraiment sa spécialité. On note The Man That Got Away, qui est sorti en 2012, et The Little Deputy, en 2015. Alors, cette fois, long-métrage, Before I Change My Mind, en français, Avant que je change d'idée. Qu'est-ce que ça raconte, ce film? Le film, c'est un coming of age qui a une trame narrative toute simple. L'histoire se déroule en 1987. On suit le personnage de Robin qui arrive dans une école secondaire en Alberta et qui cherche donc à s'intégrer dans cette nouvelle vie. Robin arrive avec son père et on repère tout de suite dans la classe de Robin l'antagoniste, le bully, qui s'appelle Carter. Et puis, dans le film, Carter et Robin vont se prendre d'amour pour la même jeune femme, justement. Il va y avoir un triangle amoureux. Puis ça va venir complètement bousculer leur dynamique. Surtout qu'à l'adolescence, les relations sociales, c'est jamais trop simple. Non, oh mon Dieu. Donc, le film le rend très bien à l'écran. Bon, là, tu nous racontes tout ça en même temps. Moi, j'entends ça, puis je me dis, bon, on dirait que j'ai déjà entendu un peu ce synopsis-là, cette prémisse-là. Qu'est-ce que, cette fois-ci, enfin, en quoi la trame narrative se distingue d'autres films qui pourraient être résumés de la même manière? Bien, le twist avec ce film-là, c'est que quand je vais présenter Robin, c'est qu'on ne sait pas du tout si Robin est une jeune fille ou un jeune garçon. Donc, c'est quand même, c'est-à-dire plutôt particulier. Puis, il faut se dire que c'est pas du tout au cœur des enjeux du film non plus. C'est-à-dire que les personnages, même qui côtoient Robin, on voit bien qu'ils se posent la question, mais après, ça devient presque au second plan. C'est pas du tout... on n'a pas besoin de le savoir. À la fin du film, on ne sait pas non plus, nous-mêmes, comme spectateurs, spectatrices, si Robin est une fille ou un garçon. Puis moi, je trouve que c'est une force du film. Bien, moi, je l'ai regardé hier, le film. Puis je t'en ai parlé aujourd'hui. J'étais comme, hey, j'ai fini. Puis là, je me suis demandé, j'ai-tu pas compris? Tu sais, je suis sûr que j'ai-tu bien regardé? Mais finalement, quand on s'en est parlé, toi aussi, t'as vécu ça. Oui. Puis pour moi, c'est un pari gagnant que le réalisateur a pris. Parce que je trouve que le scénario, il vient aussi déjouer ce qu'on pourrait se dire quand on lit le résumé de ce film-là, de jeunes protagonistes qui cherchent, dont l'identité n'est pas tellement claire, mais ça fait tellement pas partie de l'histoire que, au final, la réponse à cette question, c'est faut pas se poser la question. faut arriver à voir au-delà de ça. Pour moi, c'est vraiment évident que si on n'arrive pas à, c'est-à-dire mettre sur pause ces questionnements-là qu'on a, on passe un peu à côté de l'histoire. Puis, dès le début du film, on le voit, ça, que à quel point Robin va être, je ne vais pas dire mise à part, mais à quel point elle ne fit pas dans le moule. Là. Non, du tout. Puis, le film ouvre sur une scène qui est quand même franchement marquante. Donc, on est dans un gymnase. Il y a l'enseignant qui montre à la classe comment utiliser un condom sur une banane. Puis là, il faut imaginer, la classe, elle est séparée en deux. D'un côté, il y a les filles, de l'autre côté, les garçons. Puis vous avez les centres du gymnase, qui est comme un cercle et les lignes qui se croisent. Puis là, Robin fait son entrée, se présente. Et quand l'enseignante lui demande de choisir un camp, d'aller s'installer, Robin s'installe en plein milieu. Donc, pour moi, c'est très clair, très frappant comme image, puis ça en dit beaucoup. On lui pose à quelques reprises une question. Moi, ça m'a marqué en anglais, « What are you?
comme t'es quoi? Ouais. Pas t'es qui, pas t'es quoi? Ouais. Puis ça m'a fait rire parce que j'ai eu l'impression surtout que c'est la question qu'on peut se poser au début. Souvent, on a besoin de se trouver des repères. Enfin, OK, c'est une femme de tel âge qui vit ça, ou alors c'est un homme de tel âge. Ouais. Puis la première fois que la question est posée, elle est posée par Carter, Le bully. le bully. Puis moi, j'ai trouvé ça en tout cas, assez astucieux parce qu'on dirait vraiment qu'il pose la question pour nous, spectatrices. Mais la question, elle revient à plusieurs reprises. Et c'est quand même un thème dans le film. On dit « qu'est-ce que t'es ?» mais au final, c'est « qu'est-ce qu'on est ?» Qui sommes-nous? Et c'est quand même un film comme je dis, c'est un coming of age. Donc, on est en plein dans cette période ultra importante où, justement, on se cherche tout court, pas juste niveau sexuellement, mais on cherche une personnalité, le regard de l'autre est super important, puis ça englobe tout ça, en fait. C'est un film semi-autobiographique? Oui. J'ai quand même une petite anecdote par rapport à ça. Quand j'ai trouvé, c'est beaucoup trop délicieux pour pas en parler. Donc, comme je disais, c'est le premier long métrage de Trevor Anderson. Lui avait pas l'intention ni d'écrire ni de réaliser ce film. En fait, quand il a quand même 15 ans de carrière derrière lui. Oui, mais surtout dans des courts-métrages. Puis là, il s'est dit, pour son premier long-métrage, il avait envie de faire une partie 2 à un autre projet qui s'appelle Docking. Fait que là, ça a l'air simple dit comme ça, mais Docking, c'est un court-métrage de 5 minutes de science-fiction et d'horreur qui parle de sa phobie de dater, mais qui met en scène 2 pénis énormes en érection dans l'espace. La partie 2 de ce projet devait mettre en scène un extraterrestre humain, un humain extraterrestre qui dévore les hommes à Edmonton avec son pénis énorme. Bon, Téléfilm Canada a dit non. Lui a suggéré non, mais j'avoue que si jamais l'idée lui revient de le faire, moi je suis preneuse. Hein. Je suis pas assez curieuse. Donc on lui a quand même suggéré d'aller avec quelque chose de peut-être un peu plus safe, pour reprendre leurs mots. Et donc, il a commencé à écrire cette histoire, justement, en partant de sa propre histoire, lui-même, un homosexuel dans un lycée qui essaie de se faire des amis, de se trouver une nouvelle vie sociale. Puis, il a trouvé ce scénario absolument plate. Mais quand il a présenté les prémices de cette histoire-là à son entourage, son ami, qui le connaît bien, lui a dit « Mais et si l'identité de ce personnage-là était inconnue? » Puis là, il s'est dit que ça avait de quoi de plus authentique à raconter. Donc, plus safe que des pénis dans l'espace, mais en même temps, il y a quand même de l'humour dans ce film-là aussi. Moi, j'ai ri à plusieurs reprises. Toi aussi? Oui. Vous l'aurez compris, hein, c'est quand même quelqu'un qui a un humour noir et absurde que moi, j'achète totalement personnellement. Il y a une scène dans le film où il y a le personnage de Monsieur Anderson, qui est joué par lui-même, on va se le dire, qui met en scène une comédie musicale, qui voulait mettre en scène Jesus Christ Superstar. Il dit qu'il n'a pas eu les droits, donc il décide de faire Marie-Madeleine Video Star, puis un musical qui est tellement délicieux à voir, plein de références bibliques et queer et drag. Je trouve ça vraiment superbe. Ça m'a rappelé, je ne sais pas s'il y en a qui ont regardé la série Sex Education. Je pense que c'est à l'épisode final de la saison 3. Ils font une comédie musicale avec des extraterrestres et tout ça. Ça m'a beaucoup fait penser à ça. Je dis, ça n'a aucun sens. Puis en plus, on est en 1987, donc ça a encore moins de sens. Mais bon, ça m'a fait penser à ça. Puis il y a un autre aspect aussi que j'ai beaucoup apprécié, étant un 80s kid, c'est la trame sonore. Oui. Bon, je suis pas une 80s kid, mais pour moi, la vibe des années 90 me rend aussi un peu nostalgique. Puis là, je vais dire nostalgique au sens purement utopique du terme, parce qu'on s'entend qu'avec nos luttes sociales actuelles, aucune envie de retourner à la fin des années 80. Mais je trouve que l'ambiance que ça vient apporter comme rythme, comme grain aussi, on dirait que ça vient teinter même l'image.
Puis la vibe un peu rock et new wave. Ça rappelle aussi Stranger Things avec les La jeunes. scène d'ouverture Oui. en particulier. Les jeunes se déplacent en vélo partout, ils ont leur spot dans le bois. On oublie que. Avec la même musique, Ouais. là, tu sais, Ouais. mais un petit peu moins de budget que Netflix, mais, mais quand même, il faut le souligner que l'atmosphère sonore, elle est là, l'atmosphère musicale. Alors, Before I Change My Mind, ça sort au cinéma le 24 mai prochain. À Montréal, c'est au cinéma du Parc Cinéplex Forum. Québec, au Clap. Et à Sherbrooke, à la Maison du cinéma. Et par fait, il y a une autre sortie qu'on veut souligner. Oui, le documentaire Éviction qui retrace les derniers moments de vie. Je vois Céleste qui s'agite. Mais oui, donc qui parle des derniers moments de vie d'un collectif queer d'habitation dans le Centre-Sud. Sort au cinéma le 17 mai. On avait parlé à l'automne dernier à l'émission. Il y a plusieurs productions qui sont organisées avec la réalisateur Rhys et d'autres invités. Et puis toutes les informations sont disponibles sur le site web du film. Dépêchez-vous parce que je sais qu'il y a déjà une représentation qui est complète. J'ai vu ça aujourd'hui sur leurs médias sociaux. Et en terminant rapidement, est-ce que tu voulais nous parler d'une manifestation demain? Oui, qui est aussi importante. Il y aura la deuxième grande mobilisation des artistes du Québec. Qui réunit donc des artistes des milieux du théâtre, de la danse, du cirque, de la musique, des arts interdisciplinaires et des arts visuels. Donc, on milite pour une augmentation du budget provincial et fédéral et une revalorisation des arts dans notre société. C'est un rendez-vous important pour les artistes et pour les alliés de la culture. Donc, le rendez-vous est demain à 15h au 1435 rue de Bleury, donc devant les bureaux du ministère de la Culture et du Calque. Parfait, Mousswanga. Merci beaucoup pour ta présence ce soir. Merci beaucoup. Alors, pour terminer l'émission, aujourd'hui, on vous propose un panel sur l'inclusion des communautés LGBTQ+, en milieu de travail, parce que quand on se met à compter, bien, au final, on passe quand même beaucoup de temps à la job. Donc, c'est important de bien s'y sentir, de s'y sentir respecté. Alors, notre premier invité pour cette discussion est bibliothécaire conseil à la Ville de Montréal et cofondateur de Solidarité LGBTQ2+, VDM, Gentil Piche. Bonsoir, Gentil. Bonsoir. Est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Mes pronoms, c'est il, lui. Je fais 5 pieds 6. Je suis un homme. J'ai une peau qui change de densité au fil des saisons. Je suis je ressemble à un Thaï l'hiver, puis je ressemble à quelqu'un du Pakistan l'été. J'ai les cheveux attachés et j'ai une chemise jaune lemon sherbet rayée du H&M. Et des jeans noirs, voilà. Encore plus jaune avec les éclairages aujourd'hui. Oui, jaune. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie des communautés LGBTQ+. Pour de vrai, et c'est drôle que tu me poses la question parce que tu l'as pas posé quand on s'est préparé. On s'est préparé, je dois l'avouer, mais quand j'écoutais justement les personnes qui ont passé avant nous, juste la réflexion là de
est-ce que je me sens dans une communauté? Intellectuellement, oui, mais de façon primale, basic, dans mon identité, non. Mais c'est pas une critique, mais je pense que à tous les jours, je passe pas mon temps à dire « je suis homosexuel, je suis LGBT, je suis homosexuel ». C'est pas ça qui, dans mes activités quotidiennes, vont vraiment définir comment j'interagis dans mon univers, comment je navigue. Je pense que cette identité-là, c'est l'extérieur qui la fabrique, puis souvent qui me la pose de par la manière qu'on interagit avec moi. Fait que de dire est-ce que je me sens dans une communauté, je me sens pas dans une communauté, je sais qu'il y a une communauté, j'en fais partie pour plein de raisons, mais au jour le jour, non, c'est pas ça qui va m'habiter en premier. Et notre deuxième invité est directeur du commerce en ligne et co-lead du groupe Fierté L'Oréal, Laurent Dubois. Bonsoir. Bonsoir, Kim. Est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? D'abord, merci pour l'invitation et plaisir. joli maquillage. Merci, merci beaucoup. Mes pronoms sont il, lui, accord masculin. Je suis un homme blanc de 43 ans avec les cheveux poivre et sel et un casier judiciaire vide. Aujourd'hui, je porte un chandail blanc avec, avec le logo de mon entreprise aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie des communautés LGBTQ+? Comme tout le monde, j'y ai réfléchi pendant très longtemps. Et si tu peux me permettre, cette année, on est une année olympique. Donc, pour moi, c'est vraiment porter le bâton, porter la flamme olympique, la flamme de la liberté, et surtout qu'elle ne s'éteigne jamais. Donc, la prendre de nos aînés et la continuer jusqu'à nos générations futures. Moi, ce que je retiens, c'est que je pose toujours la même question. Je pense que c'est la question qui m'a coûté le moins cher en termes d'investissement. Tout le monde me dit, je dois y réfléchir, je dois y réfléchir. Je peux la recycler de semaine en semaine. C'est fantastique. Mais merci pour vos réponses très réfléchies et articulées. Alors, je vais commencer avec toi, Gentil. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est au juste Solidarité LGBTQ2+, VDM? Parce que c'est pas un regroupement qui est imbriqué là, dans la structure de la ville. Oui. De un, c'est un très long nom pour commencer. C'est ce que c'est. Non, c'est pas une structure qui émane de la ville. En fait, c'est une initiative dont j'ai l'idée suite au dépôt du rapport de l'OCPM après les consultations publiques sur le racisme et la discrimination systémique qui visait vraiment la ville de Montréal. Et la ville a répondu par plusieurs mesures prévues par un plan d'action. Et en examinant le plan d'action qui me concernait puisque j'étais un employé, je me disais, c'est très bien, mais il y a quelque chose que moi je pourrais faire. Puis pour ma communauté, là je dis ma communauté, hein, vous voyez comment je mens, ma communauté LGBT, puis je pense qu'il n'y a jamais entendu parler de regroupement d'employés à la Ville de Montréal avant. Puis la Ville n'est pas jeune, n'est-ce pas, en tant qu'employeur. Et je travaille beaucoup en interculturel aussi. Puis avec cette lutte interculturelle, sur l'analyse du contexte de la Ville de Montréal, de sa population qui est en super diversité, tout comme sans doute son effectif de la ville, il y a un besoin important qu'on est en contexte de super diversité, c'est d'être dans des groupes où on a les mêmes codes de communication. Puis je trouvais que moi, dans mon milieu de travail, je ne pouvais pas avoir ça parce que j'étais le seul LGBT, ou un des deux, là, qui avait un mode de vie LGBT. Certaines personnes le sont dans mon équipe. C'est ça. Et je me disais, je ne suis pas le seul à la ville à vivre ça. Puis comme tu l'as dit, on passe quand même minimum 35 heures qu'on est temps plein sur un poste de notre semaine. Donc, si on ne peut pas être soi-même, si on ne peut pas avoir des communications faciles, si on ne peut pas interagir sans avoir à s'ajuster tout le temps, puis à craindre la perception des autres, est-ce qu'il va me comprendre, est-ce que je vais le comprendre, ça devient épuisant, puis ça affecte vraiment le moral puis la qualité de vie. Alors moi, c'est ce que je recherchais en créant le regroupement, c'est d'offrir des occasions d'interaction, de collègues qui vivent la même chose au niveau professionnel, mais qui vivraient aussi la même chose au niveau personnel. Donc, qu'on puisse mélanger les deux. Et je pense que la Ville de Montréal a vraiment, dans son plan d'action, beaucoup de projets prévus pour améliorer l'ambiance de travail, les ressources humaines, tout ça. Ça a été dit publiquement. D'ailleurs, j'aimerais dire que je parle aujourd'hui au nom de moi-même et non pas de la Ville. Je ne voudrais pas avoir cette responsabilité. Et je ne suis pas un employé, je suis une personne indépendante. Qu'est-ce que vous faites justement avec ce regroupement-là? Parce que, bon, c'est en 2020, 2021 que tu as créé.
vous vous voyez au travail, à l'extérieur du travail? Vous faites quoi? Donc, ce qu'on fait, c'est des événements, justement, où on peut... je reviens à mon explication auparavant. C'est que la Ville a beaucoup d'actions pour aider à travailler des enjeux. Moi, je voulais... Il y a deux façons d'améliorer le quotidien de quelqu'un. Soit on travaille sur ce qui ne va pas, ou soit on a des occasions de joie, puis on met l'accent sur le positif. Moi, c'est ce que je voulais avec le regroupement, c'est qu'on soit dans des... On a des occasions où on est dans la joie, le positif, la communication. Puis c'est ce qu'on a mis sur pied, des occasions de réseautage, des occasions de se découvrir entre nous. Parce que je trouve aussi important que les groupes LGBT à l'intérieur de l'effectif de la Ville soient conscients des réalités des autres groupes. Parce que si on veut prêcher l'inclusion, l'ouverture, il faut que nous-mêmes, on soit avec les membres de notre communauté. Et c'est un regroupement qui est ouvert aux alliés également parce qu'il faut être 100% ouvert. Je ne peux pas être exclusif puis vouloir qu'on m'inclue. Donc, 5 à 7, dîner, ce genre de choses-là? Promenade exploratoire du village, club de bande dessinée queer qui s'appelle Les Belles Bulles, club de cinéma. Est-ce que j'en manque, mon Dieu? Est-ce que je manque Alex? Non, je les ai notés. Marche. On a parti au comité de fierté. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait un brunch. Voilà. Parce que les gays, on adore les brunchs. Donc, Alex dans la salle, un collègue qui est là pour l'encourager. Merci, Alex, de ta présence. Je me tourne maintenant vers toi, Laurent. Tu es au sein d'une entreprise privée, donc c'est sûr qu'il y a des différences. On va y revenir. Mais j'aimerais d'abord que tu nous expliques un peu, c'est quoi les engagements de L'Oréal envers ce qu'on appelle le fameux EDI, Équité, Diversité, Inclusion? Oui, alors c'est autour de 4 axes. Donc il y a l'équité des genres et l'inclusion des communautés LGBT. Il y a l'inclusion et la représentation des personnes racisées et d'origine ethnique et culturelle différente. Il y a aucune discrimination contre les âges, non le jeunisme ou l'agisme. Et le dernier, c'est vraiment les handicaps physiques visibles ou non visibles. Il y a la santé mentale aussi dedans. Donc, toute la DEI tourne autour de ces 4 piliers. Et est-ce qu'il y a justement un comité ou un groupe social, un peu comme à la Ville de Montréal, là, pour les employés LGBTQ+? Oui, il a été créé en 2019, suite justement au 17 mai, qui a été lancé par L'Oréal France. Donc L'Oréal Canada tout de suite a embarqué. Et ça vient vraiment d'une personne qui s'est mobilisée, qui est allée voir notre CEO de l'époque et qui lui a dit comment ça se fait que L'Oréal USA il marche au défilé de la fierté à New York. Pourquoi est-ce que L'Oréal Canada ne marche pas? Il lui a dit, ben go. Et tu as 30 jours pour organiser tout ça, allons-y. Et il y a eu vraiment un gros mouvement. Tout le monde a embarqué, on était vraiment très nombreux en 2019. C'était vraiment très beau. Est-ce que vous aussi, vous faites des brunchs? C'est pas des brunchs, puisque nous, on travaille, nous, c'est des lunchs. C'est du dîner. Bon, alors, vous voyez aussi, justement, au travail, mais est-ce que vous voyez aussi à l'extérieur du travail? On se voit aussi à l'extérieur du travail. On fait des 5 à 7. On essaye de faire des pique-niques au Parc La Fontaine. Et oui, on essaie de se voir une fois par mois juste pour être ensemble, pour faire un sentiment de communauté, d'appartenance. Et puis, on se voit aussi tous les mois en alternance pour vraiment travailler sur les activations qu'on veut faire durant l'année. C'est quoi les ressources qui existent pour les employés LGBTQ+, de L'Oréal Canada, si jamais, par exemple, ils ressentent une détresse, un inconfort, une situation discriminatoire? Déjà, le fait de savoir qu'on existe, qu'il y a un groupe de DEI qui est là pour eux, c'est déjà un gros support. Et il y a aussi un mouvement qui s'appelle Speak Up, qui n'est pas uniquement pour les personnes LGBTQ+, mais qui est vraiment pour tout le monde. C'est si jamais tu vois, tu ressens, tu as vécu de la discrimination, il y a une boîte anonyme, tu mets ton petit message, ça peut être juste par Internet ou par une lettre physique, et c'est envoyé à une entreprise externe qui s'occupe de tout, et vraiment en toute... c'est pas L'Oréal qui s'en occupe, c'est vraiment de l'externe, donc il n'y a aucune... confidentiel, indépendant. Complètement, c'est ça. Gentil, je reviens vers toi, que votre regroupement s'est formé en 2020 ou 2021? Officiellement 2021. 2021. Comment ça a évolué depuis en 3 ans? Très bien, trop bien. Trop? Notre objectif pour cette année, c'est de gérer le succès en fait de Poste Brûlé
Mais la ville, dès le départ, a été très réceptive et elle nous appuie depuis le début. C'est vraiment ça, j'ai rien, aucun reproche à faire, je dois l'avouer. On a diversifié notre offre d'activités. On a diversifié aussi, on a multiplié le volume de travail. Mais en fait, ce qui est important présentement, c'est d'étudier ce qui fonctionne bien, de le documenter puis de le maintenir. Au lieu de toujours mettre l'accent sur ce qui ne fonctionne pas bien et ce qui doit être amélioré, je pense que là, on perd 50 % de la formule gagnante. Donc ça, c'est notre grand défi. Mais Qu'est-ce qui fonctionne bien, justement, en ce moment? qu'est-ce qui fonctionne très bien, c'est que tout est à la hauteur des ressources du comité organisateur. C'est-à-dire? Vu qu'on n'est pas lié au mandat de la ville, on n'est pas lié à un plan d'action officiel, on y va comme on le sent, on organise l'activité comme on le sent, selon nos goûts. On n'a pas de contraintes au niveau du type de personnes qu'on peut recruter, au niveau des personnes à qui on peut offrir du service. Donc, on a vraiment les coups des franges. Et on n'a pas de budget. Puis ça, pour de vrai, c'est une bénédiction. Ah oui? Parce que, Mon oui, Dieu. oui, oui. Il n'y a pas grand monde qui dirait ça. Oui, quoi. oui. On prend des dons, là. Ouais. N'hésitez pas. On va donner le courriel à la fin. Soyez généreux. Mais on n'a pas parce qu'en fait, si on avait un donateur, il y aurait une rétribution. Donc, il faudrait faire un compte-rendu. On en fait déjà dans nos postes, hein, chacun. Nous sommes des fonctionnaires, on connaît ça. Et donc, on voulait éviter ça. Donc, on y va vraiment selon le ressenti des membres, les solidaires qui sont intéressés par nos activités, mais aussi les gens qui sont sur le comité organisateur. Et quel impact ce regroupement-là a eu sur l'ensemble des employés de la ville? Ce serait très prétentieux de ma part de dire qu'on a eu un impact puis d'être sûr de ça, mais je vous dirais que l'impact sur les gens que je peux voir nos activités, c'est qu'il y a un engouement et souvent nos activités, puisqu'elles ne sont pas liées à une mission de l'employeur, les gens ne sont pas obligés de parler de travail, il n'y a pas une question de rendement, de performance, et la hiérarchie est complètement démontée. Tout est complètement horizontal. Donc, on peut avoir un grand directeur qui va parler avec un col blanc, de tout ce qu'il veut. Il y a une espèce de côté bon enfant qui est vraiment intéressant. Puis on va se le dire, pour les collègues femmes, ben, vu que c'est LGBT, c'est un peu plus safe space pour elles aussi. C'est intéressant. Au niveau du comité organisateur, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une progression au niveau qualitatif des liens, mais pas nécessairement au niveau du nombre de personnes impliquées. Sinon, de toute façon, il y a un maximum de personnes qu'on peut intégrer dans l'organisation, là. Mais je pense que plus qu'il y a de plus en plus de personnes qui se joignent à notre clavardage, je pense que c'est intéressant. Je pense qu'il y a des regroupements éventuels qui, je pense, nous observent pour voir comment on fait ça, pour s'inspirer, puis aussi avoir une offre de service. Puis par rapport aux alliés là, dont tu parlais, qui se rendent aux activités, que tu me disais, quand on s'est parlé plus tôt cette semaine, qu'il y en a qui ont fait quand même des belles confidences là, sur le climat qui règne dans ces rencontres-là, par rapport à la possibilité d'être authentique. Oui, ça, c'est les seules confidences dont je peux faire part au micro. Mais oui, effectivement, les barrières tombent parce qu'en fait, on sort du cadre hétéronormatif du travail, on sort du cadre hiérarchique, on sort du cadre des mandats qu'on a tous les jours. De quoi on va parler? Ben, ce qui nous fait triper. N'est-ce pas? C'est déjà plus facile. Et ça, c'est très rafraîchissant. Puis c'est souvent des rapports qu'on n'a pas souvent. Dans les grandes organisations, ça peut devenir un peu... Je ne sais pas si c'est comme ça la ville, mais ça peut devenir impersonnel. Alors, c'est une belle façon de créer une communauté, justement. Laurent, à L'Oréal, l'approche est un peu différente dans le sens où il y a un peu plus de proximité entre toi et l'équipe de direction, par exemple, alors qu'à la ville, ce dont nous parle Gentil, c'est très séparé. Vous avez organisé une journée dédiée à l'équité, la diversité, l'inclusion. C'était le 7 mai dernier et ça s'est vraiment fait en collaboration avec tous les paliers. En quoi ça consistait exactement cette journée-là? Alors, c'est parti d'une idée. Donc, on s'est créé en 2019 et on a vraiment beaucoup... On est tous volontaires, on a beaucoup d'énergie, on a beaucoup de volonté.
On fait la journée du t-shirt rose contre l'intimidation. On a la journée en février, en mars pour la visibilité transgenre. On a la visibilité lesbienne en avril. On a le 17 mai. On a le mois des fiertés. On a la parade de Montréal et on a le mois en octobre de l'histoire des communautés LGBT. On s'est rendu compte qu'après 4 ans, finalement, c'était un peu plus difficile de mobiliser les gens. Et si on avait, il y a 4 ans, on avait 250, 300 personnes qui participaient à nos événements. C'était nouveau, là, il y avait un engouement. 4 ans plus tard, si on est 30, c'est waouh. On a même fait une journée sur la prévention du VIH et de la variole simienne, tu vois. Et je suis allé voir notre directrice générale de la diversité et je lui ai dit, c'est plus possible. On a toute la volonté, on est tous volontaires, on a vraiment envie de faire des choses, on a vraiment envie de partager. Mais si c'est pas obligatoire, ça marchera pas. Donc Marie-Evelyne, ma directrice générale, m'a regardé. Elle m'a dit, banco, on va organiser un symposium, une journée, toute la journée. On va parler de la DEI, toute la journée, obligatoire, 1100 personnes, extraordinaire. Ça a été une journée, je suis tellement excité, c'était tellement une belle journée. Et je crois que même que l'année prochaine, ce serait une semaine. Une semaine. Obligatoire pour tous les employés? Obligatoire. Sûr que je vais aller déposer mon application pour travailler. Non. T'imagines enregistrer ton podcast devant 1100 personnes qui t'écoutent? Obligatoire? Là, tu me fais rêver. Tous les mercredis soirs? Non, mais un jour, là, c'est Chris Bergeron qui avait dit ça. Là, un jour, on va être 3000 au Normandie. Hein? C'est ça que... J'espère. C'est ça qui va arriver. Donc, une journée, il y a eu des conférenciers, conférencières qui sont venus. Mais tu l'as dit, ce caractère obligatoire, c'est un outil, c'est une force d'impact pour toi? Oui, et c'est un privilège de travailler pour une entreprise qui peut, et qui doit, et qui peut dire à ses employés, tu es obligé de venir, tu es obligé d'écouter, parce qu'ici, il y a zéro tolérance pour l'intimidation. Ici, c'est un safe space pour tout le monde, que tu sois de n'importe quel bord, c'est un safe space, donc... tu viens nous écouter, tu viens écouter ce que tout le monde partage. Donc, on avait nos 4 piliers qui partageaient toute leur activité. Moi, j'ai partagé beaucoup de choses. J'avais peur au début de la journée. Je me suis dit, est-ce qu'on va abrutir les gens de statistiques assez déprimantes? Et finalement, à la fin de la journée, les gens nous ont dit, je voulais pas que la journée se termine. C'était tellement eye-opening. Ça m'ouvrait tellement les yeux. Tout à l'heure, on parlait de 40% des alliés silencieux. Il y avait beaucoup de gens qui me disaient, avant cette journée-là, qui me disaient, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de groupe de support LGBT au Canada, on est le 2e pays le plus safe du monde, il n'y a pas ce problème-là. Et je lui dis, on va t'ouvrir les yeux parce que c'est pas comme ça en vérité. On a beaucoup parlé dans les dernières années de pinkwashing, c'est-à-dire des entreprises qui font la promotion de leurs valeurs inclusives, mais qui, au final, à l'interne, c'est pas nécessairement incarné. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui pourraient penser que c'est le cas à L'Oréal Canada? À L'Oréal Canada, non, absolument pas le cas. Mais ce que je voulais dire, c'est que je les comprends parce que il y a des pays, c'est-à-dire des pays dans certaines régions du monde où c'est plutôt dangereux de parler de son orientation sexuelle ou de son orientation de genre. Et ce que je voulais dire, c'est qu'une entreprise a la responsabilité d'avoir ses collaborateurs dans une situation safe, sécuritaire. C'est la priorité numéro 1. Donc, il ne faut surtout pas mettre ses collaborateurs à risque dans un pays où ils pourraient se retrouver en prison, même ils pourraient se retrouver avec une peine de mort. Donc ça, c'est absolument hors de question. Aussi, on est une multinationale, on n'est pas au-dessus des lois. Hein. Il y a des pays où la loi, elle est homophobe, mais c'est la loi, on n'est pas au-dessus des lois. Donc, ce qu'on a la chance, quand on est une entreprise internationale, c'est d'avoir un headquarter, un bureau quartier général qui est basé dans un pays, pour nous, c'est Paris. Donc, on peut mettre un drapeau LGBT inclusif. Et juste de faire ce message-là, ça donne tellement de liberté et de confiance parce que quand tu passes ton scan dans un bureau L'Oréal, une fois que ton scan est passé, ça y est, tu es un safe space. Il ne peut plus rien t'arriver. Il y a zéro tolérance pour la discrimination. Ici, tu es chez toi, tu es safe. Donc,
Ça, c'est très important. La deuxième chose, L'Oréal Canada, ben, on ne voit rien parce que nous, on a un consortium de marques. C'est-à-dire? Ah, c'est la structure de Donc, l'entreprise. il n'y a là, pas de tu veux dire. produits L'Oréal Canada. Il n'y a pas de produits qui sont brandés L'Oréal Canada. Donc, nous, on a 40 marques et chaque marque a sa cause. Et c'est très important pour nous d'avoir une cause derrière chaque marque. Moi, je travaille pour Biotherm. Donc, Biotherm, c'est l'environnement et la protection des océans. Mais il y a des marques qui sont pour les communautés LGBT. Il y a Redken, Kiehl's, Urban Decay, Youth to the People, Matrix, donc qui aide les communautés. En ce moment, Kiehl's va faire au mois de juin un support pour les homeless, les jeunes sans itinérance dans l'Ontario, parce que c'est un gros problème. 40% des gens en itinérance en Ontario s'identifient comme LGBT. Donc, ils vont soutenir cette cause-là. Gentil, c'est quoi l'importance, tu penses, d'avoir une visibilité en tant qu'employé LGBTQ+. Tu as posé cette question hier quand on s'est préparé? Oui. Ouais. Tu m'as d'ailleurs dit... oui, c'est vrai, tu m'as je me dit bonne souviens. question. Oui, Père. hey, c'est une bonne question. Bon. Je te dirais que c'est d'avoir une visibilité, c'est que si tu te permets d'avoir une visibilité, c'est que tu te permets d'exister et que tu sais que c'est correct d'exister dans le milieu où tu es à ce moment-là. Et c'est important d'être soi-même. Mettons que demain, on va au travail pour on dit à nos collègues hétérosexuels. Hey, sérieux, je ne veux pas parler de ton conjoint, ta conjointe, ta famille. Je ne veux pas parler du salaire que tu fais parce que je veux parler de la game de hockey que tu vas avec tes amis straight. Je veux pas... Imaginez-vous comment ils se sentiraient. Fait que des personnes LGBT qui ne peuvent pas parler de leur quotidien, c'est comme ça qu'elles sentent, qui ne peuvent pas s'afficher, c'est comme ça qu'elles sentent aussi. L'expression de ce qu'on est, c'est pas tout le monde qui en a besoin. C'est pas tout le monde qui est extraverti, qui est expressif. Mais ceux qui en ont besoin, en ont vraiment besoin pour sentir qu'ils respirent. Et je pense que de le renier, d'enlever ça à quelqu'un, c'est d'enlever justement son souffle de vie. Donc, je pense que c'est un droit fondamental. C'est quoi les obstacles encore à surmonter pour aller vers une meilleure inclusion des communautés LGBTQ+. Les obstacles à surmonter, je pense que on a encore besoin de beaucoup de féminisme dans le monde. Oui, je pense vraiment que c'est la base. Je pense que le féminisme, c'est la base des luttes liées à la sociosexualisation, le genre. Parce que comme l'a dit Nina Bouraoui, une écrivaine que j'aime beaucoup, la violence faite aux minorités prenne racine dans la violence faite aux femmes. Et je pense qu'en tant qu'homme gay, je subis beaucoup de misogynie. Fait que ta question, c'est qu'est-ce qui reste à faire comme dans les Pour luttes? une meilleure inclusion. Oui, je pense qu'il y a aussi. Puis je pense aussi qu'il faut être honnête avec soi-même. On a tous des angles morts, des préjugés envers plein de personnes. Il faut se donner une chance de changer. Puis il faut donner une chance aux autres de changer aussi parce qu'ils viennent de quelque part qui n'est peut-être pas le même endroit que nous par rapport à certaines questions. S'il y a des auditeuristes qui nous écoutent et qui sont hey, « moi aussi, je veux un regroupement comme ça à mon milieu de travail », on commence par où? Ils peuvent nous écrire à Solidarité LGBTQ2 à commercialmontréal.ca, mais ils peuvent faire comme nous, aller voir ce qui s'est fait ailleurs, tout simplement, et puis voir si c'est dans un cadre de travail, comment est-ce qu'ils peuvent être assez ratoureux pour attacher ça à des objectifs d'entreprise, pour être productifs, optimaux, efficients, complémentaires. C'est un fonctionnaire qui parle, là. C'est ça qu'il faut, ouais. Laurent, en terminant, L'Oréal, c'est quand même un joueur important dans l'industrie cosmétique qui a un rôle, qui a un impact dans notre univers sur l'identité de genre, entre autres. Quelle responsabilité vous considérez avoir pour la promotion des droits LGBTQ+. D'abord, ça commence en interne. Dès ton premier jour, dès ta première semaine, tu passes par des formations sur les biais inconscients. On en a tous. T'en as, j'en ai, on en a tous, malheureux. Et les microagressions. Déjà, ça met le ton sur la suite pour leur dire absolument pas de discrimination ici. Ensuite, sur la partie externe, donc ce que les clients ou les potentiels consommateurs
voit, c'est on soutient la communauté. On a des marques de maquillage, par exemple. Toi, tu mets du maquillage. On a beaucoup d'hommes qui sont porte-parole du maquillage. On a des personnes trans aussi. Je pense à Hunter Schafer chez Mugler. On avait une personne en 2009. C'était la première femme trans qui était la CEO de L'Oréal Paris, la plus grosse marque du groupe L'Oréal, en 2009. Elle est passée sur Lancôme quelques années après, et puis maintenant elle est CEO de Coty. Donc c'est pour dire, être trans à L'Oréal, tu peux avoir une très belle carrière et tu peux avoir une très belle visibilité. Donc la diversité, c'est emmener, ça vient de la base, ça vient de nous les employés, ça vient pas d'en haut. C'est pas un concept imposé par le management, ça vient vraiment de la base et ça vient vraiment de l'engagement de chacun et de chacune. Laurent Dubois, directeur du commerce en ligne et collègue du groupe Fierté L'Oréal, ainsi que Jean Tipiche, bibliothécaire, conseil à la Ville de Montréal et cofondateur de Solidarité LGBTQ2+, VDM. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toi. Merci. C'est déjà le mot de la fin, que mes invités s'en vont, mais ils sont invités à rester sur scène. je les remercie en ordre ce soir. La juriste et activiste transféministe Céleste Trianon, merci beaucoup pour ta présence. L'humoriste Sad Finish, celui qui nous coûte cher. C'est pour ça qu'il faut aller s'abonner à Patreon. Merci Sad. Ainsi que le coordonnateur chargé de communication à la Fondation Émergence, Sébastien Houle. Bonne journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie, le 17 mai. Tombe pas quand tu vas marcher à reculons, là. Non. Ah oui, c'est vrai. Fait que moi non plus, pourquoi je tombe. En culture parfaite, Mouswanga, à notre panel sur l'inclusion en milieu de travail, Laurent Dubois de L'Oréal Canada et Jean Tipiche, bibliothécaire conseil à la Ville de Montréal. À la technique ce soir, Chante Abralian et à l'interprétation en langue des signes, Catherine Langevin-Pépin. Merci Catherine, elle a assumé toute seule ce soir. Merci beaucoup. Et derrière le bar, Dominique Séguin. Bon, il est dehors. Il pose cigarette. Bon. Merci également à l'appui financier de la Caisse d'économie solidaire des Jardins à travers le Fonds d'aide au développement du milieu. Je vous invite à venir nous voir. Il nous reste quelques émissions jusqu'au 12 juin ici à la Taverne Le Normandie. Ici Kim Roy-Grenier. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.